Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour ce débat organisé par la FEPS, la Fédération européenne d'études progressistes, le Nouvel Observateur, représenté par votre serviteur, et le réseau de radio européen Euranet qui nous accueille, merci, ce soir à Bruxelles, dans ce magnifique studio. Et pour ce débat qui va éclairer, j'espère, pour vous, l'enjeu des élections européennes à venir, nous avons réuni deux invités d'une qualité exceptionnelle. À ma gauche, je terminerai par vous, si vous le permettez. À ma gauche, Thomas Piketty, donc, qui est un économiste français, qui est professeur à l'École d'économie de Paris, très connu pour ses travaux, notamment sur la fiscalité, la lutte contre les inégalités, et qui a publié, il y a quelques mois, un livre qui a fait grand bruit, qui s'appelle « Le capital au XXIe siècle ». C'est un énorme pavé, et c'est un best-seller, ce qui est rare en économie. C'est publié aux éditions du Seuil. Et à ma gauche aussi, puisque tout le monde est à gauche ici, Martin Schulz, qui, comme vous le savez, est le président du Parlement européen, socialiste, candidat évidemment aux élections européennes à venir, et aussi, c'est encore plus important, candidat à la présidence de la Commission européenne, à qui je poserai justement la première question. Au fond, beaucoup de citoyens européens, en tout cas beaucoup de Français, je peux vous le garantir, ne savent même pas que par leur vote, ils vont sinon choisir le président de la Commission, du moins influencer, peser sur le choix de ce président. Alors, puisque vous êtes candidat, je vous dis, qu'est-ce que ça change pour un citoyen européen, selon que c'est vous, socialiste, qui présiderez la Commission, ou, au hasard, Jean-Claude Juncker ou Guy Verhofstadt, ou qu'est-ce que ça changera par rapport à la présidence Barroso ? Je crois que un président, je parle de moi. Oui, on parle de vous, on parle de vous. Juncker ou pour Verhofstadt, ils sont oui, parlez de vous. Assez efficaces et capables de parler pour eux-mêmes. Nous sommes dans une situation dramatique. Le soutien pour l'Union européenne se baisse chaque jour. Et je comprends beaucoup des gens qui doutent que l'Union européenne, comme elle est juste, est sociale, est transparente et démocratique. Donc, un président, Martin Schulz, à la tête de la Commission, va essayer de tourner l'Europe dans une autre direction. Plus juste, plus sociale, plus transparent, plus proche aux citoyens. Nous vivons en Europe où des spéculants font des profits et ne payent pas des taxes. Et quand ils font des pertes, ce sont les contribuables qui payent pour eux. Que les citoyens et citoyennes perdent la confiance à un tel projet, ça je comprends et je veux le changer. Thomas Piketty, vous y croyez? Vous espérez quelque chose de ces élections? Je pense que c'est plutôt un progrès si les électeurs européens ont l'impression que leur vote sert à quelque chose et a un impact sur le choix du président de la Commission européenne. Maintenant, je suis quand même assez sceptique sur la possibilité, dans le cadre des institutions européennes actuelles, de vraiment mener les politiques qu'on devrait mener. Je pense que c'est une machine à consensus où les impulsions se s'ensablent. Je pense que le problème n'est pas vraiment du côté du Parlement européen, qui pour le coup est la seule vraie institution démocratique dans le système actuel et qui fait son travail, qui fait beaucoup plus de choses que souvent les citoyens européens sont conscients. Le problème, il est plutôt dans la deuxième chambre, cette chambre qui représente les États, qui en soi c'est pas une mauvaise chose d'avoir une chambre qui représente les États, mais on vit dans cette fiction qu'on peut représenter les États par une seule personne. Les chefs d'État, donc le chef d'État français, le chef d'État allemand, le chef d'État italien se réunissent, ou leur ministre des Finances, lorsqu'il est dans la configuration ministre des Finances, et on vit dans cette illusion qu'on peut avoir comme ça une chambre parlementaire où chaque État est représenté simplement par une personne. Et je pense que c'est cette fiction qui ne marche pas, parce que forcément chacun est condamné à défendre ce qu'il perçoit être, à tort ou à raison, comme les intérêts de son pays, et c'est ça qui nous condamne à cette espèce de règle de l'unanimité qui empêche de prendre les décisions qu'il faudrait prendre. On est vraiment au cœur de ce qui est perçu par tous les peuples, je crois, en Europe, comme l'enjeu de ces élections. L'Europe, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est une promesse non tenue, et Europe veut dire austérité, sacrifice, rigueur à perpétuité. Les Grecs, une partie de l'opinion grecque s'est révoltée, les Espagnols ont souffert. L'Europe est vécue aujourd'hui par beaucoup de gens comme une espèce d'appareil de contention qui sert à faire mal aux gens, et ils ne voient pas comment l'Europe pourrait devenir un levier de croissance et de prospérité, ce qu'on nous avait vendu. L'Europe était d'abord une promesse. Nous avons un énorme déséquilibre social. Et nous avons un énorme déséquilibre économique entre les États membres. Balancer les deux déséquilibres, c'est faisable de la part de l'Union européenne. Par exemple, changer la politique des rigueurs qui ne représente que
réduire les dépenses dans les budgets, à l'un côté, combiner ça, la discipline budgétaire qui est nécessaire, à mes yeux, qui est nécessaire. On ne peut pas continuer de payer que des dettes, que des taux d'intérêt pour les dettes. Ça réduit aussi la capacité des États membres d'investir dans la recherche, dans l'éducation, dans l'infrastructure. Non, il faut parler sur le revenu. Et je répète ce que j'ai dit au début. Nous vivons en Europe où les grandes entreprises font des profits et ne payent pas des taxes et les contribuables payent la facture quand ils font des pertes. Donc, taxe des transactions financières ou introduction d'un simple principe. On n'a pas besoin d'un ministère des Finances européen pour introduire un principe. Le pays du profit et le pays de la taxe. Fermer les paradis fiscaux. Dire aux paradis fiscaux, ceux qui n'acceptent pas nos règles de transparence dans la fiscalité n'ont pas l'accès à notre marché intérieur en Europe. Mais justement, je pense que l'organisation actuelle de l'Europe nous contraint en fait à ces blocages et empêche, c'est-à-dire que concrètement, si on donne un pouvoir de blocage au chef d'État du Luxembourg sur les paradis fiscaux et sur la convergence sur l'impôt sur les sociétés, comment voulez-vous qu'on y arrive? C'est-à-dire que dans les institutions même, dans l'organisation même de notre prise de décision collective, il y a l'impossibilité d'avancer sur un certain nombre de sujets. Et ça, il faut simplement le dire, le constater et décider si oui ou non on veut le changer. Dans le manifeste pour une union politique de l'euro qu'a signé Thomas Piketty, il propose, entre autres choses, de créer, en matière d'impôt sur les sociétés, une instance européenne qui, en gros, imposerait un taux de fiscalité. Mais est-ce que les peuples d'Europe sont prêts à ça? Est-ce qu'ils sont prêts, pour dire les choses caricaturalement, est-ce que les Français sont prêts à accepter que les Lituaniens et les Hongrois décident du taux de fiscalité en France? Alors, certainement pas sur tous les impôts. C'est pour ça que je pense qu'il faut le faire. On ne peut convaincre les opinions de nouvelles délégations de souveraineté au niveau européen que sur des sujets sur lesquels il a été démontré, et on a pu convaincre démocratiquement les citoyens, que l'Union européenne ou la sous-partie des gouvernements de la zone euro qui souhaitent poursuivre l'intégration budgétaire et politique vont faire mieux que les pays pris individuellement. C'est pour ça qu'il ne s'agisse évidemment pas de tout harmoniser. Mais prenons le cas de l'impôt sur les sociétés. Je pense que sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés, tout le monde a compris, ou presque maintenant en Europe, que d'avoir 18 assiettes différentes de l'impôt sur les sociétés au sein de la zone euro. Au sein des taux. Alors, ça varie de combien à combien actuellement? Les taux vont varier de 10 à 35%, ou même moins de 10% parfois, à plus de 35%. Mais il faut bien voir que déjà, même si vous pourriez avoir imaginé des différences de taux, mais les différences d'assiettes sont parfois encore plus importantes. C'est-à-dire que concrètement, c'est dans ces failles que les multinationales vont pour finir, dans beaucoup de cas, des multinationales américaines comme européennes d'ailleurs, vont réussir à se faufiler. Vous seriez à la tête d'une multinationale, vous iriez plutôt au Luxembourg ou en Irlande qu'en France, non? Évidemment, mais tant qu'on aura ces 18 assiettes différentes en zone euro et ces 28 assiettes différentes au niveau de l'Union européenne, il est illusoire de penser qu'on va pouvoir lever l'impôt sur les sociétés d'une façon qui soit juste. Et on se retrouve dans cette situation où finalement on a des PME qui vont payer un taux effectif d'impôt sur les sociétés plus élevé que les multinationales. Ça, je pense que c'est un sujet sur lequel l'opinion public peut comprendre que la souveraineté nationale est un mythe. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est devenu la souveraineté nationale concernant l'impôt sur les sociétés, c'est la souveraineté à se faire avoir. Un premier pas pour éviter que les grandes entreprises, les grands fonds spéculatifs, les grandes banques font des énormes profits et ne payent pas des taxes parce qu'ils peuvent aussi porter leur argent dans des États membres de l'Union européenne qui n'ont pas un système de taxation qui mérite le nom. Je répète, on a introduit un simple principe. Le pays du profit, c'est le pays de la taxe. Ça veut dire si une entreprise comme... Je vous donne un exemple. Google, en Allemagne, 3 milliards de profits, il ne paye aucun sou taxe. Une proposition que je ferais comme président de la Commission était aux 20 000 chefs de gouvernement de dire on fait un accord entre nous, le pays de profit et le pays de la taxe. J'en suis convaincu profondément que les citoyens et citoyennes des États membres vont approuver et la pression dans les États membres sera assez grande pour l'entériner, peut-être pas dans quelques États membres, dans la large majorité, j'en suis sûr. Vous comprenez que les gens soient découragés.
Ce débat-là, dans la note, dans le manifeste dont je parlais tout à l'heure, Thomas Piketty et ses camarades écrivent « Les pays de la zone euro ont fait le choix de partager leur souveraineté monétaire, donc de renoncer à l'arme de la dévaluation unilatérale, ça c'est ce qui a tellement fait souffrir la Grèce par exemple, sans pour autant se doter de nouveaux instruments économiques, sociaux, fiscaux et budgétaires. Cette entre-deux est la pire des solutions. » Mais cette critique-là, elle est là depuis le début. Lorsque la zone euro a été créée, tout le monde savait que ce machin n'avait pas de système de pilotage et qu'on ne pouvait pas faire marcher une zone économique monétaire unique sans un gouvernement commun. Cet entre-deux dans lequel on est la pire des situations. C'est-à-dire que la façon normale de sortir d'une crise de compétitivité, comme la connaissent les pays d'Europe du Sud et la France, c'est la dévaluation. À partir du moment où on renonce à cette arme de la dévaluation, il faut se donner d'autres outils en commun. Moi, je suis pour une union politique, budgétaire, fiscale plus forte. Si on ne le fait pas, si on ne se donne pas des outils en commun, ce qui ne veut pas dire mettre en commun tous les impôts, mais ça veut dire que certains impôts qu'on n'arrive plus à prélever tout seul, comme l'impôt sur les sociétés, il faut les mettre en commun. Il faut mettre en commun, au moins en partie, nos dettes publiques si on veut se mettre à l'abri des spéculations sur les taux d'intérêt de la dette publique. Vous tombez sur le problème de l'Allemagne qui vous dira à juste titre, si vous voulez qu'on mette nos dettes en commun, arrêtez de faire des dettes. Moi, je veux bien qu'on ait un compte commun de vous et moi, mais à ce moment-là, permettez-moi de surveiller ce que vous faites de votre argent. Mais là, nous, on est cohérents dans les propositions qu'on fait dans ce manifeste. C'est-à-dire que contrairement à François Hollande, qui effectivement dit « mettons les dettes en commun, mais continuons de décider chacun dans notre coin le niveau de notre déficit », nous, on est cohérents. C'est-à-dire on dit à partir du moment où on met en commun nos dettes, on met en commun le choix du niveau du déficit. Et c'est pour ça qu'on propose la création d'une chambre parlementaire de la zone euro, regroupant les députés du Bundestag, l'Assemblée nationale française, ou une partie d'entre eux, 30 ou 40 par parlement nationaux, et ce serait eux qui voteraient le rythme auquel on se refinancerait en commun. Vous savez, ce besoin de légitimité démocratique, on en a déjà besoin avec les instruments de mutualisation partielle des dettes qu'on a en vérité déjà créées, puisque en vérité tous les instruments qu'on a créés depuis le début de la crise de la dette 2009-2010 manquent d'un pilotage démocratique. Et on aurait absolument besoin, les parlements nationaux, on leur demande leur avis séparément, on demande l'avis séparément au Bundestag, à l'Assemblée nationale française, à chaque fois qu'on va engager les contribuables nationaux sur les fonds de mutualisation qu'on a créés au niveau européen. Je pense qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut que ces parlements nationaux, on les réunisse ensemble pour pouvoir choisir démocratiquement au grand jour ces décisions. Vous connaissez cette proposition, Martin Schulz, c'est une reformulation un peu plus audacieuse d'ailleurs d'une proposition de Fischer. L'idée, c'est de créer au fond un second Parlement européen qui serait l'émanation des parlements nationaux, mais uniquement au départ pour la zone euro, attention, uniquement pour la zone euro, et qui viserait à donner une base démocratique à cette politique budgétaire. Ça vous paraît un machin bureaucratique de plus ou ça vous paraît une avancée nécessaire? Je me pose toujours la question, quels sont les domaines de la législation d'une telle chambre qui le Parlement européen ne peut pas adopter aujourd'hui aussi? Et surtout, qui est le gouvernement à l'autre côté, la Commission ou les gouvernements des États membres? Et les députés, quand ils sont les gouvernements des États membres, si, disons, Merkel et Hollande, ils ont dit « nous créons, nous, les chefs des gouvernements de la zone euro, le gouvernement économique ». Comment votent les députés UMP, les députés PS, les députés SPD et CDU dans cette chambre, comme le veulent le chef du gouvernement et le veulent le citoyen? Écoutez, ça c'est un peu, je trouve, très théorique. Je pense qu'au moins ils voteront. Alors que là, le problème du Conseil des chefs d'État, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne vote pas. On est contraint par l'unanimité. Ben oui, on est contraint par l'unanimité. C'est votre proposition. Répondez tout d'abord à ma question. Qui est le gouvernement économique en Europe? Les chefs des gouvernements qui vous avez blâmé il y a 5 minutes comme incapables de résoudre les problèmes. Maintenant, vous me dites... c'est le gouvernement de l'Europe. Mais merci beaucoup. Oui, il faut sans doute un commissaire aux affaires économiques en charge de la zone euro, que certains veulent appeler ministre des Finances de la zone euro. On peut l'appeler commissaire en charge des affaires économiques de la zone euro. Moi, je ne suis pas... Mais ça, pour les Allemands, c'est inacceptable, non? Non, mais écoute, je trouve l'idée fascinante, très théorique,
et on peut le discuter, mais il ne nous aide pas du tout de résoudre le problème suivant. Vous ne pouvez pas avoir un débat démocratique serein quand une seule personne représente 60 millions d'individus. Ça, si vous voulez, c'est pas la démocratie, c'est l'Europe du Congrès de Vienne, ça, Monsieur Schulz. Ça, c'est pas sérieux. Mais non, mais c'est pas un modèle démocratique pour l'Europe du XXIe siècle. C'est pas très sérieux ce que vous faites. Si vous trouvez que les institutions actuelles sont satisfaisantes d'un point de vue démocratique pour les citoyens européens, écoutez, allez l'expliquer aux citoyens européens. Mais moi, je pense qu'elle n'est pas satisfaisante. Je pense que ce système ne marche pas. Oui, bon, ça c'est très bien, je l'accepte, mais votre proposition... Vous l'acceptez, vous voulez garder le même. Non, mais écoutez, j'accepte votre opinion, que vous trouvez que ce que nous faisons ici n'est pas suffisamment démocratique. Mais acceptez, s'il vous plaît, mon opinion, que votre proposition n'est pas pratique. Parce que je vais vous dire, ce que vous proposez est en réalité une sorte de la renationalisation. Parce que les députés nationaux desquels vous parlez, qu'est-ce qu'ils font ? Tout d'abord, ils pensent à leur électorat, dans leur circonscription. Mais justement, si on veut les impliquer dans l'Europe, il faut les mettre les uns en face des autres. Mais laissez-moi terminer ma phrase. Vous présumez que moi, par exemple, je suis élu aussi librement par des citoyens de la République fédérale et vous présumez que je ne pense pas à mes électeurs, que je ne représente pas mes électeurs. N'acceptez pas qu'un président d'un Parlement librement élu accepte que vous me reprochez que mon Parlement n'est pas démocratique. Ça, c'est quand même quelque chose. Non, il l'est, mais je crois que dans un grand système fédéral de 500 millions d'habitants, avoir deux chambres... Nous avons légiféré pendant les années... Nous avons, pendant les 5 années qui se terminent maintenant, une législation, par exemple l'union bancaire, la supervision sur les banques, le bail-in, ça veut dire l'obligation des propriétaires de... prendre leurs responsabilités pour leurs spéculations, pour les banques, où c'était adopté au Parlement européen, où par exemple la protection des données individuelles des citoyens en Europe était protégée. Votre donnée financière par l'accord SWIFT qui était refusé au Parlement européen, où il y a la protection pour l'audiovisuel de la France dans le TTIP avec les États-Unis au Parlement européen. Vous me dites ici, mon Parlement n'est pas démocratique, je vous en prie. Vous m'avez donné une raison à un petit fonctionnaire grec, un ouvrier français, d'aller voter aux élections européennes. Il faut toujours aller voter et le Parlement européen a voté des choses très importantes ces dernières années qu'on ne connaît pas suffisamment dans l'opinion française, grecque. Et à nouveau, le Parlement européen et les responsables du Parlement européen, de même que la Banque centrale, la responsable de la Banque centrale européenne, font un travail remarquable au service de... Et donc il faut s'impliquer dans ces décisions. Il faut, si possible, avoir une majorité claire qui se dégage à l'issue de ces élections européennes. C'est très important pour nous tous. Il n'empêche que, quels que soient les efforts que font les uns et les autres dans le système actuel, je pense qu'il y a des limites structurelles aux politiques qu'il est possible de décider en commun pour lutter contre l'évasion fiscale, pour lutter contre le dumping social. Je pense que toutes ces décisions très concrètes dont on a besoin, malheureusement, dans l'organisation actuelle de l'Europe, on n'arrive pas à les prendre. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai risque, concrètement, là, qu'on passe des années et des années d'une période de très très faible croissance, de stagnation, avec une inflation actuellement qui est très très basse en zone euro à 1%, à réussir à descendre une dette qui est à 90% du PIB dans un environnement pareil, c'est quelque chose qui peut prendre 10 ans, qui peut prendre 20 ans. Donc quand j'entends Martin Schulz dire « on n'a pas le temps de débattre des changements d'organisation de l'Europe », eh bien je pense que si, malheureusement on a le temps, parce que tout ça va prendre très longtemps. Je constate aussi que ne pas débattre de l'organisation de la démocratie européenne, c'est ça aussi qui fait finalement le jeu simplement du tout marché, de la concurrence effrénée. Je pense qu'il faut débattre de l'organisation de la démocratie en Europe, parce que c'est une question centrale. Je note que les changements de traité, il y en a tout le temps. En 2012, ça a été plié en 6 mois, sauf que c'était un mauvais changement de traité qui, je pense, n'a fait qu'approfondir un fédéralisme technocratique et inefficace, parce que ce système de négociation qu'on a actuellement devant nous, par exemple sur le François Hollande qui va aller négocier avec la Commission européenne un petit rallonge dans sa réduction du déficit, c'est un système qui ne fonctionne pas. Aux citoyens grecs ou français qui me poseraient cette question, ma réponse était peut-être un peu provocant. Si tu veux que l'Europe continue comme il est, reste à la maison. Mais si tu veux que la politique de rigueur
l'interprétation du traité de l'Union européenne que c'est un projet pour pour augmenter les profits et approfondir la pauvreté. Si tu ne veux pas ça, va voter pour une autre commission. Non, j'allais vous poser la question, je vous rassure, je n'avais pas l'intention de vous censurer là-dessus. Vous avez prononcé beaucoup de « il faut », on va terminer là. Je vais juste rajouter un « il faut » ou « il faudrait ». C'est qu'il faudrait aussi que les journalistes, et je m'implique dedans, rendent mieux compte du travail des institutions européennes et les présentent souvent de façon moins caricaturale. J'espère que ce débat aura permis d'éclairer, en tout cas, les téléspectateurs. Est-ce que je peux présenter une excuse à la fin de notre débat? Je me suis échauffé un peu contre un homme qui j'apprécie beaucoup. J'ai lu ses propositions avec beaucoup d'attention. Et il y a tant des éléments dedans que je partage absolument. Donc, c'était pas une attaque contre vous. Au contraire, je me souhaiterais que des gens comme vous et moi travailleraient vraiment, c'est sérieux ce que je dis, à court terme, plus ensemble. Ce qu'il faut faire pour approfondir la démocratie en Europe... Il faut qu'on arrête là, je suis désolé. Dès que vous êtes élu président de la Commission européenne, je vous le promets, Martin Schulz, on reprend cette discussion. Merci, bonne soirée.